c'est que ce qui va être visé là, c'est non pas la production de marchandises, mais sa circulation. Ouais. Et là, on va se donner les moyens de rester sur ces foutus ronds-points et de bloquer jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose. À la manif, l'ambiance était beaucoup plus résignée que même en 2023 sur les retraites, où c'était un peu festif, un peu plus virulent. Et je crois pas non plus qu'une simple condition, en l'occurrence de précarité ou de pauvreté, fait de toi un potentiel parti organisé. C'est la question des réflexes militants et à quel point ils viennent saturer l'espace et éventuellement le potentiel d'un mouvement. Et d'ailleurs, pour moi, en termes d'horizon purement tactique d'un mouvement, la seule question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui va favoriser et faire perdurer le mouvement. Salut et bienvenue dans ce nouveau format de Batterie Faible. Aujourd'hui, on va parler du truc le plus excitant de la rentrée, le mouvement du 10 septembre, le mouvement Bloquons Tout, et je suis avec Tony pour en parler. Yes, salut à tous. Donc on est un peu plus de 3 semaines après le 10 septembre, là le mouvement a l'air de s'essouffler un peu, on va essayer de prendre du recul, de faire un premier bilan d'étape. Oui, effectivement, il y a déjà eu pas mal de commentaires un peu et de bilans d'étapes, on va dire, sur ce qui s'est passé. Il y a effectivement des gens qui décrètent que le mouvement social est complètement mort, d'autres qui disent que le sujet révolutionnaire n'était pas au rendez-vous. Bref, il y a déjà pas mal d'analyses et éventuellement pas mal de choses à dire là-dessus. Donc pour revenir sur le contexte initial, tout part en fait de la proposition de budget de François Bayrou, feu Premier ministre de l'époque, qui envisageait de supprimer 2 jours fériés et plein d'autres mesures d'austérité. Et donc à partir de là, commence à se cristalliser en fait une sorte de colère populaire quoi. En tout cas, c'est ce qu'on commence à déceler sur plusieurs réseaux sociaux. Enfin, initialement, ce qui met un peu le feu aux poudres, c'est un appel d'un groupe souverainiste. C'est un peu eux qui vont initier vraiment la fronde populaire. Comment ils s'appellent déjà ? C'est les Essentiels de France. Ouais. Donc eux, ils se disent groupe citoyen, mais clairement ils sont souverainistes et pro-Frexit et en fait ils sont pas juste citoyens et apolitiques. Enfin, ils se disent apolitiques, mais très clairement on voit qu'il y a quand même une connotation très anti-fiscale, etc. Enfin, il n'y a pas de débat sur la question, c'est un groupe de droite. Et après ça va être repris. Ouais. Par un peu d'autres groupes, en gros la gauche organisée. La France Insoumise, le NPA, les syndicats, la CGT, Sud, etc. Et en gros le truc, moi que je trouve assez intéressant à dire déjà dans la nature des appels, c'est donc ce groupe souverainiste, il va appeler à un confinement généralisé, donc c'est quand même assez drôle comme approche. Et en gros voilà, ce qu'on va retrouver, c'est la question du boycott et du blocage. Et du coup là où je trouve ça assez intéressant, c'est que d'un seul coup on n'est pas sur une modalité de grève qui serait en gros l'arrêt de la production, mais on pointe directement des notions de boycott et de blocage. Quand même le boycott, on en pense ce qu'on veut, je passe pas une pratique vraiment que je valorise, mais disons qu'en tout cas ce qu'elle pointe, c'est que ce qui va être visé là, c'est non pas la production de marchandises, mais sa circulation. Et du coup, tu as blocage, boycott, en fait, je trouve que à la fois ça peut témoigner, on va dire, d'une faiblesse parce que les gens sont pas sur les lieux de production, donc ils sont pas en capacité de les stopper, mais juste que ce qu'elle dit, c'est que la nature même on va dire, de la circulation de richesse dans ce pays, c'est principalement les flux logistiques, quoi, et on va dire la consommation et non pas tant comment les gens produisent. Pour rappel, quand même, la France, c'est un pays qui a été largement désindustrialisé, tu vois. Je crois que l'industrie, vraiment, la production en France, ça doit être 15% du PIB ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, c'est principalement, on va dire, le flux de marchandises, les métiers du service, etc., qui font, entre guillemets, l'économie nationale, quoi. Ouais, en tout cas, c'est ça, le 10 septembre, l'idée, c'est ça, quoi. C'est de bloquer les flux et de boycott, mais genre, en fait, de pas dépenser, de pas payer avec la carte, de rien acheter, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, du coup, ce qu'on peut lire là-dedans, c'est quasiment une grève au sens social, tu vois. Genre, en gros, comment t'arrives à te soustraire un peu à, je sais pas comment dire, comment l'économie, elle fonctionne, quoi. Et donc, la sauce commence à prendre du côté des médias, du côté du gouvernement. On voit que ça s'agite assez vite, en fait. Moi, je pense aux déclarations du ministre de l'Intérieur, Retailleau. Une semaine avant le 10 septembre, il fait une énorme déclaration. Il dit qu'il va y avoir 80 000 policiers et gendarmes. C'est énorme. Et il dit d'autres choses, il dit on ne tolérera aucun blocage, aucune violence, aucune action de boycott. Il dit que les policiers auront des consignes très claires, c'est la fermeté. Donc ça déjà, ça pose un énorme dispositif, ce qui du coup en parallèle dit il va y avoir un énorme mouvement du 10 septembre. Et j'ai envoyé un télégramme au préfet pour leur demander de faire preuve de la plus grande fermeté. Il n'est pas question que des sites stratégiques, des infrastructures essentielles à la vie du pays puissent être bloqués. Donc c'est sûr qu'en termes d'effet d'annonce, c'est assez considérable, quoi. Et donc moi je pense qu'effectivement ça a dû participer, tu vois, de l'espèce de bulle autour de l'événement du 10 septembre. Parce qu'effectivement tu t'agites un peu sur les réseaux sociaux, il y a plein d'appels, etc. Face à ça, tu as en gros des grosses annonces, notamment l'annonce du dispositif policier. Pour rappel, pendant les grosses journées des Gilets jaunes, 1er décembre et 8 décembre 2018, il y avait
je crois, 90 000 policiers qui étaient déployés, et c'est quasiment le niveau max, tu vois, en termes de déploiement possible, de force mobilisable par l'État, on est quasi au max. Du coup, forcément, ce que ça dit entre les lignes, c'est, il y a vraiment il y a une menace réelle, et il va falloir en gros la contrer. Et je pense qu'effectivement, donc à la fois réponse gouvernementale et disons phénomène médiatique autour du 10 septembre vont en fait faire exister et vont faire grossir en quelque sorte cette bulle, et vont faire grossir aussi les attentes autour du 10 septembre. Est-ce qu'on arrive à voir là avec le recul à quel point il y avait quand même un effet d'entraînement, un vrai quelque chose de mobilisation réelle de gens qui allaient se pointer sur les blocages? Ouais, effectivement, déjà, donc on observe un peu ce déplacement aussi, tu vois, dans la nature des appels, comme on disait, tu vois, c'était parti du truc un peu anti-fiscal, d'un groupe de droite, etc. Et d'un seul coup, ça passe plutôt vers des revendications qu'on pourrait qualifier de populisme de gauche. Et dans le populisme de gauche, il y a peuple, tu vois. Et donc il y a quand même cette idée qu'à un moment donné, au-delà, disons, des groupes organisés qui vont se faire le relais des appels, il y a un peu le sentiment, et peut-être une part d'illusion, sur le débordement possible par ce fameux peuple qui serait en colère, qui serait, qui va surgir et qui va déborder, on va dire, les appels et les groupes qui sont un petit peu, qui vont se faire le relais des appels. Et effectivement, ce qu'on observe, ce qu'on a pu observer en allant un peu aux AG ici localement, parce que d'un seul coup, effectivement, il y a l'événement commence à prendre corps dans la rue en amont du 10 septembre, donc autour des AG, qui vont être en fait un espace d'organisation en amont du 10 septembre. Et ce qu'on constate pendant les AG, c'est que les personnes présentes vont être principalement des personnes issues de la gauche organisée, militante, et du coup, avec cette illusion toujours du débordement du peuple. Et en fait, je pense qu'il y a une espèce de quiproquo qui en gros va durer jusqu'au 10 septembre. État-major sans troupe. Il y a un article qui je trouve ça assez drôle. C'est ça, c'est qu'en gros, ces militants vont finalement constituer une sorte d'état-major sans troupe. Juste pour revenir aussi sur la question de comment les appels ont circulé sur les réseaux sociaux, c'est que pendant les Gilets jaunes, en fait, on avait l'exact opposé de ce qui s'est passé là en amont du 10 septembre. C'est-à-dire que les pages, en gros, militantes ou de la gauche organisée étaient muettes, voire critiques, et à l'inverse sur les groupes vraiment des Gilets jaunes qui à l'époque s'appelaient Blocage National, Blocage des GJ, et ces groupes-là étaient hyper vivaces, tu vois, c'était des milliers de gens, ça faisait des appels à la Révolution française, drapeau français, Marseillaise et compagnie, ce qui avait rebuté d'ailleurs une grande partie de la gauche, mais en tout cas il y avait cette agitation, et là à l'inverse tu vois effectivement une sursaturation des appels des groupes organisés, et finalement assez peu de je sais pas comment dire, de groupes ou qui débordent de gens, tu vois, donc effectivement pour moi j'ai vu une espèce de truc opposé en tout cas de ce point de vue là. Après arrive le 10 septembre finalement, au bout d'un moment on arrive sur les ronds-points, on a fait une petite vidéo là sur les ronds-points, et il n'y a pas 5000 personnes, il y a 250 personnes, 50 selon les ronds-points, le peuple n'est pas au rendez-vous quoi. C'est ça. Alors, je pense un truc qui est important de rappeler, c'est l'espèce de nuance qu'il peut y avoir autour d'un même geste tactique, en l'occurrence ici l'idée de tout bloquer, qui est effectivement pertinente. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, et notamment en amont du 17 novembre, qui était la première date du coup en 2018, il y avait cette espèce de volonté de bloquer, mais avec la rage au ventre, tu vois. Il y a un peu ce truc de genre, on est en gros au pied du mur, et là on va se donner les moyens de rester sur ces foutus ronds-points et de bloquer jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose. Et là, la nuance que je vois avec le 10 septembre, c'est plutôt la volonté de bloquer à partir d'un espèce de réflexe militant, tu vois. Puis ça s'est dispersé un peu en fin de matinée, et après par contre il y avait beaucoup plus de monde dans les cortèges de manifestations qui avaient lieu dans toute la France l'après-midi. Finalement on retombe dans l'espèce de rituel classique du mouvement social, petite action du matin, machin, vaguement symbolique, on se retrouve à nombreux à la manif, mais une manif qui finalement va pas être super offensive, et certes il y a du monde, mais bon, tu peux juste dire au moins il y avait du monde, mais finalement il n'y a pas vraiment d'effet, en tout cas de pression ça joue pas vraiment dans le rapport de force avec le gouvernement. Tu te comptes un peu quoi, mais de toute façon, et puis même la manif, l'ambiance était beaucoup plus résignée que même en 2023 sur les retraites, où c'était un peu festif, un peu plus virulent, et là il y avait carrément moins de monde, et du coup il y avait carrément moins de motivation aussi quoi, le 17 septembre. Ouais, c'est ça. Du coup ce qu'on constate à ce moment-là, c'est l'espèce de ritualisation, le retour du rituel du mouvement social, mais c'est un imaginaire qui est quand même bloqué dans une défaite depuis 30-40 ans. Ce qui fait le côté, on est déçu du 10 septembre, parce qu'il y avait des grosses attentes, et puis au final tu retombes dans le truc de on manif, puis on attend une déclaration magique du gouvernement qui va nous dire ok, je vous ai entendu, c'est parti, je vous donne ce que vous voulez quoi. Ouais, c'est clair. C'est sûr qu'en plus l'exemple de 2023 avec le mouvement des retraites, juste ça va sans dire que juste foutre des gens dans la rue, ça pèse pas, tu vois, sur le rapport de force. Et on n'est pas les premiers à essayer de tirer des conclusions du 10 septembre. Et je voulais qu'on parle d'un média qui s'appelle Sans Trêve, et surtout du texte qu'ils ont intitulé La débâcle. Alors Sans Trêve, c'est un média de conspiration publique pour sortir du devenir sectaire des groupes autonomes. Ça, c'est une phrase qu'on peut retrouver dans leur manifeste en ligne. Ils mettent en avant la notion d'une classe d'encadrement
qu'aurait été à la manœuvre du 10 septembre. Cette classe a fait l'expérience de son impuissance en fait. Donc moi je trouve ça assez intéressant quand même que des gens participent au débat interne, on va dire, au mouvement social ou à la pensée critique, ou je sais pas exactement comment on peut l'appeler, et quand bien même on y trouve quand même quelques désaccords. Juste pour poser le décor, en gros, eux, leur hypothèse, c'est de dire qu'il y aurait une classe d'encadrement qui serait à la manœuvre de ce mouvement du 10 septembre, et ce qu'ils appellent en fait la classe d'encadrement, donc globalement c'est les profs, les éducateurs spécialisés, ils citent quoi encore, les médiateurs sociaux, etc. Voilà. Et en gros, ce qu'ils racontent, c'est que à la sortie du compromis social fordiste, c'est-à-dire au moment où la France se désindustrialise et s'ouvre, on va dire, au marché mondial, eh bien en fait, il faut, éduquer cette classe ouvrière qui va se retrouver finalement sans emploi, et pour la rendre plus compatible avec les nouveaux métiers, qualifiés, que va proposer ce nouveau visage du capitalisme. Et finalement, ce qui se passe plutôt dans les années 2000, on a tout simplement des plans d'austérité, enfin une sorte de limite finalement au modèle néolibéral. Ce que va proposer le capital à ce moment-là, c'est des emplois qui sont pas si qualifiés que ça, c'est les métiers du service, le tertiaire, etc. Et donc finalement, le rôle clé qu'avait cette classe d'encadrement va être finalement marginalisé, donc on leur enlève des moyens, on la marginalise politiquement, etc. Et du coup, ils n'ont plus les moyens de bien faire leur travail, et du coup, ils se sentent marginalisés. C'est ça. Et donc, ils se radicalisent un peu. Ils ont plus, à la fois c'est une question de moyens, ils ont plus les moyens de faire de ce travail-là, et en même temps parce qu'ils sont marginalisés politiquement, parce qu'ils deviennent moins... ils ont moins un rôle clé dans la restructuration du capital, puisque aussi la façon dont le capital va imposer un peu ses structures économiques, ça va être par l'action de la répression sociale et le contrôle du travail. Tu vois. Cette classe d'encadrement, elle fait en permanence des appels du pied à cette classe de travailleurs déqualifiés, mais que finalement ils répondent pas à l'appel et eux se retrouvent relativement isolés dans la question de la contestation. Si on en vient au désaccord sur ce texte, la première chose que je dirais, avant de rentrer dans le fond, c'est une question de forme. Et effectivement, la langue convoquée dans ce texte, elle est problématique dans la mesure où, effectivement, c'est une langue marxiste, clairement, mais surtout très sociologique. Et du coup, il y a un peu toujours cette posture de physicien, un peu de la matérialité sociale ou révolutionnaire, qui est assez gênante. Voilà, un peu une espèce de position d'extériorité. Et pour rappel, la sociologie, elle a eu plutôt un rôle, de conseillère du prince, plus qu'elle n'a servi, on va dire, les mouvements d'émancipation, quoi. Si on pense à la sociologie, par exemple, de la criminalité, bon, c'est clairement quelque chose qui a plus contribué à, parfaire le dispositif répressif, par exemple. Ça veut pas dire pour autant qu'on devrait absolument faire l'économie d'analyse un peu, je sais pas, structurelle, sociopolitique, etc. Par exemple, si on pense à Pierre Bourdieu qui a analysé la reproduction sociale, tu vois, je dis pas que c'est n'importe quoi et qu'il faudrait pas utiliser ces éléments-là pour essayer d'analyser le réel, mais je dis juste qu'effectivement, la façon dont tu captes des grandes catégories comme ça, tu les figes, et c'est quand même des prérequis qui sont, à mon sens, qui favorisent pas, on va dire, justement l'inconnu et qu'est-ce qui peut faire événement indépendamment des déterminations sociales. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect, on va dire, de forme. Pardon. L'autre désaccord, c'est que ça fantasme en fait le travailleur déqualifié, ça fantasme la supposée classe de travailleurs déqualifiés qui fonctionnerait comme une espèce de classe qui aurait déjà une espèce d'une capacité de décision collective. Tu vois, c'est un peu genre, ils ont choisi, il faudrait citer exactement, mais ils ont choisi de ne pas se rapporter à ce mouvement-là. Je crois qu'ils n'ont pas choisi, tu vois. Je crois pas qu'il y ait des instances d'organisation de cette classe-là qui leur permettent de décider ou pas de se rapporter à un mouvement social. Et je crois pas non plus qu'une simple condition, en l'occurrence de précarité ou de pauvreté, fait de toi un potentiel parti organisé, tu vois. Là, ça me fait penser à Occupy Wall Street dans les années 2010, il me semble que c'est 2011, où il y avait ce fameux panneau « Nous sommes les 99%». Ouais. Tu vois, cette espèce de truc genre, parce que t'es l'immense majorité, t'es forcément... Mais en fait, la vérité, c'est que les 1% qui étaient en face sont organisés. Et c'est pour ça qu'ils gagnent, tu vois. Et du coup, en gros, être 99% à partager la même condition ne fait pas de toi un espèce de parti organisé qui aurait un rapport de force conséquent. Ouais. Et enfin, la dernière chose, c'est que si on parle si on se force un petit peu à dire, qui était là autour du 10 septembre, dans ce cas, moi, je parlerais pas d'assignation sociale. Tu vois. Moi, j'ai vu pas mal de monde, j'ai vu des étudiants, des machins, il y avait pas mal de monde différent. Mais par contre, je parlerais plutôt d'assignation politique. Ce que je vois, c'était qu'effectivement, les personnes en présence étaient des gens assignés, on va dire, politiquement, parce que pour la plupart, c'était des gens qui étaient dans des orgas ou syndicales ou militantes. Donc effectivement, s'il y a bien un commun, on va dire, qui transpirait dans ce mouvement, c'était plutôt cette assignation politique. Si cette lecture essentiellement sociologique et marxiste de l'article de Centrève suffit pas, qu'est-ce qu'on a d'autre comme grille d'analyse ? Si on regarde de plus près, qu'est-ce qui fait événement ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un événement singulier devient un mouvement révolutionnaire, en gros ? Je sais pas, j'ai l'exemple en tête qui est l'exemple des révoltes arabes, où initialement il y a eu l'immolation d'une personne sur une place en Tunisie, et puis d'un seul coup il y a un mouvement qui a embrasé l'ensemble du monde arabe. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a d'autres
personne s'était immolé avant lui, tu vois. Et pourtant, ça n'avait pas le résultat, tu vois, c'était pas genre la bonne recette, bon bah il faut une immolation plus une lame de fond. Non, en fait, il y a quelque chose qui échappe, on va dire, aux conditions objectives. Et donc là, en l'occurrence, c'était événement particulier, rencontre avec une lame de fond, et il y a des choses qui relèvent de la contingence historique qui fait qu'à un moment donné, bah, ça prend bel et bien. Et du coup, ce que ça veut juste dire, c'est que les explications, on va dire, sociologiques, elles peuvent arriver qu'après coup, et elles ne peuvent pas saisir la complexité, tu vois, des mouvements révolutionnaires et de la façon dont ils émergent, quoi. Et dans les autres exemples qui sont plus récents pour la France, il y a eu le mouvement aussi suite à la mort de Naël, où tu vois, c'est pareil, la question des jeunes dans les quartiers qui tombent sous les balles de la police, c'était pas le premier. Et qu'est-ce qui fait que là, cette vidéo-là, dans ce contexte-là, ça prend, qui fait que ça prend. Et du coup, bah, déjà, l'un des éléments quand même qu'il y a de commun avec tout ça, c'est la question de la rage. Et effectivement, si on revient sur la question du 10 septembre, t'as l'impression qu'en gros, il y a l'addition des bons éléments pour la bonne recette, mais que fondamentalement, il manque un élément crucial qui est la question, on va dire, de la rage populaire, tu vois. Ce que je vise un peu en disant ça, c'est la question des réflexes militants et à quel point ils viennent saturer l'espace et éventuellement le potentiel d'un mouvement. C'est que déjà, rien que le dispositif AG, il parle de lui-même, tu vois, c'est quand même un dispositif qui est assez situé, tu vois, justement, dans ce qu'on pourrait appeler l'habitus militant, quoi. Et les méthodes aussi de prise de parole, comment les groupes organisés occupent un certain espace, comment ils retiennent en fait le potentiel, parce que peut-être des fois tu t'organises à l'arrache, mais en fait ce qui parle c'est un peu c'est la rage, le pragmatisme, la volonté de tout bloquer. Et là je reprends l'exemple des gilets jaunes, t'avais pas de professionnels en quelque sorte de la distribution de la parole, et juste ce qui parlait c'était le pragmatisme, l'envie de tout bloquer, l'envie de gagner, tu vois. Et du coup c'est là où je place vraiment une grosse nuance entre sursaturer l'événement d'un certain nombre de dispositifs qui en fait, au lieu de favoriser le mouvement, viennent retenir son potentiel débordant, le nouvel imaginaire qui pourrait en émerger. Et là je reviens encore une fois sur qu'est-ce qui fait événement et par rapport à la question des classes sociales, etc. C'est que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quelle nouvelle réalité, quel nouveau sujet émerge d'un mouvement social. C'est pas qu'est-ce qui lui préexiste, quelle est la classe en jeu. Non, c'est quoi la communauté de lutte et les nouvelles, les rencontres et les inventions qui se font au contact de la lutte et de la communauté de lutte, tu vois. Et un mot malgré tout sur les syndicats qui, en fait, eux, sont plus focalisés sur la date du 18 septembre, une semaine après, et même du 2 octobre, et qui se sont pas attachés au 10 septembre. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette cette forme d'intervention des syndicats ? Ouais, effectivement, en fait, dès le départ, ils ont soutenu un peu de loin l'appel du 10 septembre. Il y avait certains vraiment militants syndiqués qui étaient présents et qui ont accompagné le mouvement, etc. Mais le moment où les centrales vraiment sont à la manœuvre, ça va être plutôt sur les dates suivantes, effectivement, du 18 septembre, etc. Et eux, je pense qu'ils participent à fond de justement cet imaginaire mouvement social classique, comme on disait tout à l'heure, le petit blocage du matin, la petite manif de l'après-midi, et puis la date est finalement une espèce de mouvement comme ça qui perd en intensité au fil du temps et les gens sont juste rincés et rentrent chez eux. Et la question, c'est pas de dire est-ce qu'il faut taper ou pas sur le syndicalisme, mais plutôt d'essayer de l'analyser en gros au regard de la situation et de l'époque dans laquelle on vit, et est-ce qu'ils sont encore en capacité de mobiliser, est-ce qu'ils ont encore un rôle central dans la question du mouvement social ou plus largement de la contestation. Il y a une différence entre le syndicat au niveau local des entreprises pour la défense des salariés, mais c'est pas comme avant les syndicats qui peuvent foutre tout le monde dans la rue au niveau national. Voilà, c'est ça. En fait, moi je pense qu'il y a un peu deux types de limites autour du syndicalisme. Après, il faudrait un déroulé beaucoup plus long, mais si on devait le dire rapidement, il y aurait des limites internes à leur fonctionnement et des limites qui seraient plus liées à la structure, à l'époque dans laquelle on vit, en gros, quoi. Donc les limites qu'on pourrait appeler endogènes, c'est-à-dire que l'activité de responsable syndical ou délégué syndical, maintenant elle est essentiellement administrative, ils sont plus sur les lieux de travail, enfin voilà, il y a vraiment un truc de séparation entre, on va dire, syndiqués de base et puis responsables syndicaux. Et puis il y aurait des limites plutôt exogènes qui sont liées un peu à la structure économique, où lorsqu'il y avait des grandes corporations, comme tu me dirais, les mineurs, la métallurgie, les cheminots, tu vois, les espèces de grandes corporations comme ça qui correspondaient à une économie très industrialisée, et bah effectivement là la question du syndicalisme et de foutre des gens dans la rue, ça avait un peu un impact, et même en termes de grève et de freiner la production, etc. Et là on est dans une restructuration qui fait que la nature même du marché du travail ne permet pas, tu vois, à l'outil, enfin on va dire au levier syndical de mobiliser massivement, ou en tout cas de réussir à saisir disons cette restructuration du marché du travail qui est largement ubérisé, précarisé, segmenté. Et du coup il y a toujours cette espèce de fantasme qui est la question de la grève générale, et qu'on entend comme un espèce d'écho comme ça qui rebondit au fond de la pièce, et qu'on entend de manière toujours plus faible. Les syndicats appuyer sur le bouton, voilà, tout le monde dort. Appuyez-nous sur ce foutu bouton. Et justement, tu dis, même si fondamentalement ça va peut-être pas ramener grand monde et ça n'a pas un effet considérable, t'as le bouton à disposition, appuie sur ce foutu bouton, on verra bien, tu vois. Et du coup ça, effectivement, c'est un truc peut-être qu'on peut leur reprocher, c'est de pas activer tout ce qu'il y a, toutes les possibilités qu'ils ont en leur possession, quoi. Tu dis ça, mais en même temps les syndicats peuvent encore avoir un rôle assez important et déclencher des grosses mobilisations comme en Italie là le 22 septembre.
Strada, studenti e lavoratori, manifestazione in piazza dei 500 a Termini. A Bologna, partito il corteo a favore della Palestina, slogan, fumogeni e circolazione bloccata con i pneumatici gettati a terra. I manifestanti pro-Gaza, scesi in piazza Napoli, hanno invece assaltato la stazione ferroviaria centrale. L'appel du 22 septembre faisait écho en fait aux actions qui ont été faites au port de Gênes par un syndicat portuaire. Donc en gros, ce qui se passe depuis quelques mois, c'est qu'il y avait des appels à blocage lorsqu'il y avait des navires italiens qui partaient pour des livraisons d'armes en Israël. En gros, il y avait un appel de syndicats portuaires pour bloquer le port et empêcher en tout cas le chargement de ces navires. Et il s'est avéré que ça a été effectif. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, les navires sont repartis à vide. Donc ça, en termes d'impact concret sur l'action du génocide à l'autre bout de la planète, c'était quand même assez classe. Et du coup, dans le sillage de ces actions-là, il y a eu cet appel national à tout bloquer et faire des manifs et aller dans les places, les gares, etc. le 22 septembre. Et ça a été aussi largement relayé par l'ensemble du syndicalisme ouvrier italien. Bon, déjà, ça a été une réussite en termes de nombre. Il y a eu entre 500 000, et il parle même parfois d'1 million de personnes. Ce jour-là, le 22 septembre, il y a eu blocage de la gare de Rome, il y a eu différentes, enfin, là, je sais pas la liste exhaustive, mais il s'est passé beaucoup de choses. Là, ce qui me semble intéressant, c'est cette espèce de fil conducteur, tu vois, qui va, on va dire, de la question de la revendication sociale et économique jusqu'à la question, on va dire, génocidaire, tu vois. Et du coup, il y a eu un texte d'un groupe communiste italien qui me paraît vraiment éclairant à ce titre. En gros, ce qu'ils nous disent, c'est essayer d'isoler l'aspect de conflit économique typiquement syndical par rapport à l'aspect politique, social, humain devient aujourd'hui impossible. La réalité du monde actuel tient ensemble, sans possibilité de séparation, les données structurelles et l'univers des contradictions sociales. Et du coup, là c'est juste ce qui est intéressant, en tout cas ce que le mouvement italien a l'air d'avoir compris, c'est qu'effectivement il y a un fil rouge dans, on va dire, la question des restructurations économiques et de comment, on va dire, les travailleurs qualifiés ou déqualifiés en prennent plein la gueule, et de ce qui se passe, on va dire, à un niveau plus géopolitique dans les conflits armés, notamment la question du génocide. Donc ça, à ce titre-là, c'est sûr qu'il y a vraiment un truc qui est super classe et qui déborde en tout cas le cadre, on va dire, de la stricte défense des travailleurs et de la revendication syndicale. Bon, et là, on était quand même dans un niveau d'analyse un peu abstrait. Et là, la question que j'ai envie de poser pour terminer, c'est concrètement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire d'un peu plus terre-à-terre et tangible aux gens s'il y avait une AG? Là, on a croisé un peu des niveaux d'analyse qui sont parfois, on pourrait dire, macro-politiques, tu vois, genre quand on parle de l'événement, comment ça se produit, etc. Effectivement, il y a un niveau qui est genre un peu abstrait, qui laisse assez peu de pistes pratiques. Et du coup, si on parlait à un niveau plus politique, donc qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Et je dirais peut-être quand un mouvement a l'air complètement éclaté et tu dis bon il y aura personne, etc. Mais en fait il faut aller voir. Donc la question de la curiosité elle est super importante. Continue d'aller voir et quoi qu'il arrive, peu importe ton jugement a priori, voilà, être au contact du mouvement ça me paraît être le minimum. On l'a déjà un peu dit, mais en gros la question de la saturation des possibles, ça me paraît vraiment être un truc que j'aurais envie de dire aux gens, tu vois, genre même si en fait c'est compliqué de dire aux gens d'arrêter de faire ce qu'ils font à fond et de ce en quoi ils croient, tu vois. Effectivement je ne doute pas de la sincérité des gens qui vont aux AG, qui ont envie de faire des trucs de machin, mais pose-toi la question de à quel point ce que tu es en train d'amener comme, on va dire, dispositif militant, etc., à quel point il retient plus qu'il ne favorise quelque chose. Enfin, ça me permet de dire aussi qu'il n'y a pas de geste par excellence. Tu vois, en gros, je sais plus où j'avais trouvé cette phrase, mais un jet de pierre peut débloquer une situation comme la cristalliser pour de bon, tu vois. Et du coup, la question, c'est pas genre c'est quoi le geste par excellence que tu as envie d'imposer, c'est comment tu arrives à sentir la situation, accompagner le mouvement et en gros œuvrer dans ce qui va le renforcer et le favoriser, tu vois. Et d'ailleurs, pour moi, en termes d'horizon purement tactique d'un mouvement, la seule question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui va favoriser et faire perdurer le mouvement. En disant ça veut pas dire qu'il faut être absolument consensuel ou je sais pas quoi, mais en gros, réussir à comment dire, faire un pas de côté en quelque sorte par rapport à ces réflexes militants et par rapport à la sursaturation de l'imaginaire d'un événement, tu vois. Et du coup, ça veut dire aussi ne pas minimiser, tu vois, qu'est-ce qui peut advenir de nouveau en termes d'expérience collective dans un mouvement. Et par exemple, la question de faire l'expérience collective de ton pouvoir de nuisance quand tu bloques un pays ou quand tu es en capacité d'avoir un rapport de force politique, ça c'est un truc qui marque des vies, tu vois. Donc ça, faut pas minimiser aussi c'est quoi l'espèce de nouvelle réalité, qu'est-ce qui fait événement et qu'est-ce qui fait que des gens sont marqués à vie par, on va dire, des expériences collectives de cette intensité et les déplacements politiques que ça peut opérer, quoi. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour là, j'espère que ça vous a plu, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager si ça vous a intéressé et puis on se retrouve un de ces quatre.